Je suis cerné et mis en joue, mais j'ai gagné le respect des rudes grenadiers forts en gueule, que j'appelle mes grognards. Désormais, ils me suivront partout et jusqu'au bout. L'ennemi est pris en tenaille. La victoire est totale. Après la victoire d'Arcole, vient celle de Rivoli. Les Autrichiens sont chassés de la péninsule, à la suite du traité de Campo Formio, que je négocie seul et qui entérine mon triomphe. En moins de 12 mois, j'ai détruit 4 armées autrichiennes, donné à la France une partie du Piémont, fondé 2 républiques en Lombardie et conquis la moitié de la péninsule italienne, depuis le Tyrol jusqu'au Tibre. Le directoire est abasourdi. Je gouverne mes conquêtes et prends goût aux affaires politiques, à la diplomatie, à la propagande. En un mot, au pouvoir. J'entrevois mon destin et dès lors, je marche vers lui. Ça va mon petit Eugène, l'histoire te plaît ou pas? Ouais, bof, hein, c'est pas ouf. Bah alors, pourquoi c'est pas ouf? On apprend des choses cool, on apprend des choses extraordinaires ensemble. Je le connais bien, quoi, c'était mon pote. Bah attends, autant mieux, explique-nous des choses alors. Donc en 1798 en Égypte, et bah après l'Italie, le directoire décide de porter la guerre en Égypte, ouvrant un autre front avec l'Angleterre hors d'Europe. Il éloigne ainsi un général populaire et ambitieux devenu gênant. À la tête d'un corps expéditionnaire de 54 000 hommes, Bonaparte voit l'opportunité d'échapper aux luttes intestines et de construire sa gloire sur la terre des pharaons, qui fascinent scientifiques et artistes. Tiraillé entre l'autorité ottomane et les milices de Mamelouks, convoité par l'Angleterre pour le contrôle de la Méditerranée, l'Égypte est un écheveau qui lui donne du fil à retordre. Oh yeah! Alors. L'Europe n'est qu'une taupinière d'intrigants. Ma bonne étoile m'indique l'Orient. La campagne d'Égypte a pour but de couper la route des Indos-Anglais. Je ne suis pas dupe des enjeux officieux. Les directeurs ont pris ombrage de mes succès en Italie. Ils peuvent bien m'envoyer en Égypte ou au diable Vauvert. Le pouvoir finira par tomber, comme un fruit mûr. Quoi de mieux que l'Égypte? Rien que le nom m'étourdit. La civilisation, les pharaons, les conquérants. Vertige des siècles. Mais à peine ai-je le temps de savourer la victoire que les Anglais viennent jouer les troubles fêtes. L'escadre de l'amiral Nelson détruit notre flotte en rade d'Aboukir. Je rapporte d'Égypte d'inestimables trésors du passé. Ils sont à la hauteur de ceux, tout aussi précieux, que je laisse aux Égyptiens pour leur avenir. Moi ça va, tu te débrouilles pas si mal en fait. Il nous en cache des choses, le petit coquin là. C'est la Napoléon Nastrophe. Donc en 1799, coup d'État. Après avoir gouverné ses conquêtes en Italie et en Égypte à la manière d'un proconsul, Bonaparte se sent l'âme d'un chef d'État. Il prend part à un complot organisé par Sieyès, l'un des 5 directeurs qui prévoit d'éloigner à Saint-Cloud les 2 chambres, Conseil des 500 et des Anciens, sous prétexte d'un attentat des Jacobins et de les contraindre à une refonte de l'Assemblée autour d'un gouvernement plus resserré. C'est le coup d'État du 18 Brumaire en suite, donc du novembre 1799, qui met un terme à la Révolution. Le directoire, lui, est à bout de souffle. Je sens que mon heure est venue. Auréolé de mes conquêtes, j'incarne l'énergie de la Révolution, tout en présentant le visage rassurant de l'ordre. J'apparais comme l'homme providentiel. Mais je freins de l'ignorer. Le peuple n'a que faire de qui le gouverne. Il veut du pain, du repos, peu d'impôts et de la sûreté. Le plan est simple. Nous agitons la menace terroriste pour éloigner les députés de Paris, afin d'opérer en catimini. La révolution est fixée aux principes qui l'ont commencée. Elle est finie. Le consulat est né. 1800, le consulat. Bon, après le coup d'état du 18 Brumaire, vous savez ce que c'est Brumaire maintenant? Novembre, eh oui, bien sûr. Ben voilà. Donc, le 9 novembre 1799, eh oui. Bonaparte éclipse rapidement Sieyès et Ducos pour s'imposer comme le seul chef de l'État. Fort d'une constitution courte et obscure, taillée à sa mesure, il maintient certains hommes aux ministères clés, place des membres de sa famille à des postes importants. Le premier consul entreprend aussitôt une série de réformes tout azimut, une politique de pacification hors des frontières et de réconciliation nationale, en accordant la liberté de culte et l'amnistie aux émigrés royalistes. Le temps des partis, des déchirements est révolu. L'anarchie ramène toujours au pouvoir absolu. Ni bonnet rouge, ni talon rouge. Je suis le citoyen, premier consul de la République, l'artisan de la paix civile, l'architecte
de la concorde nationale. La tâche est immense pour relever le pays de la ruine. La France est au bord de la faillite. Je me mets au travail avec l'énergie d'un forcené. Je dote les départements de préfets. Les districts deviennent des arrondissements. Le canton est né. J'irrigue la France d'une administration saine et efficace. Je crée le franc germinal et fonde la Banque de France, à qui est conféré le monopole d'émission de billets, plus facile à faire circuler que l'or et l'argent. Après des années de gabegie, le budget est à l'équilibre. La France est apaisée en son sein, mais aussi avec ses voisins. La France s'étend désormais de la Flandre au Rhin. Plus rien ne m'arrête. Je crée le Conseil d'État et les lycées. Autant de masses de granit jetées sur le sol de la France pour construire l'avenir. La loi, partout et pour tous, est gravée dans le marbre. Mon pouvoir n'aura désormais d'autre borne que celle de ma volonté. 1800. Il se passe quoi en 1800? J'écoute, petit quiz, dites-moi dans les commentaires, 1800, ouais, point d'interrogation. Bon, en 1800, c'est un attentat. 1800, attentat. En dépit de sa popularité croissante et d'un certain consensus politique, le premier consul conserve de nombreux ennemis, en particulier dans la faction jacobine et dans les rangs des royalistes, lesquels n'ont pas renoncé à porter Louis XVIII sur le trône. Oui, j'ai un peu de mal avec les chiffres romains. Soit j'essaye de compter dans ma tête tous sur mes doigts. Alors 15, 16, 17, 18, alors XV, 3 bâtons, d'accord. Le 3 Nivose, en 4 de la République, donc on sait ce que c'est Nivose, non? Vous savez ce que c'est ou pas? Bon, 24 décembre 1800. Joséphine de Beauharnais et sa fille Hortense convainquent Napoléon de se rendre à l'opéra pour assister à la première de l'oratorio de Haydn. Vers 20h, il monte dans un carrosse accompagné du général Lannes, du ministre de la guerre Berthier, précédé d'une escorte de cavaliers. Une machine infernale attend mon passage rue Saint-Nicaise. J'ai vu nombre d'explosions de près sur les champs de bataille. Mais celle qui vous surprend au coin de la rue, au milieu des badauds, vous donne une vision de l'enfer. L'explosion de poudre enflammée, mêlée de mitraille, fait un fracas de tous les diables. Elle cause une vingtaine de morts, dont une fillette innocente que les scélérats soudoyèrent pour bloquer la rue avec sa jument. On dénombre une centaine de blessés graves. Mais pas celui qui a été visé. Fouché suspecte d'emblée un complot royaliste. Car je redoute 3 journaux, plus que 100 000 baïonnettes. L'intrépide chef Chouan et ses congérés sont capturés et guillotinés. Je vais jusqu'à faire enlever le duc d'Angien au-delà des frontières françaises. Sa mort convient les plus fiefs républicains de ma volonté de balayer définitivement les ruines de l'ancienne dynastie. Faute de quoi, je pourrais ériger un nouveau trône. 1804. Le sacre. Depuis 1802 au moins, l'idée de se faire sacrer empereur taraude Napoléon. Il jouit déjà de toutes les apparences d'un monarque avec une vie de cour gagnée peu à peu par les mœurs d'ancien régime. Il ne manque au consul à vie qu'une couronne pour consacrer sa légitimité dans le concert des nations européennes, toutes monarchiques. Le 28 Floréal en 12. Donc en gros, le Floréal, c'est le 18. Enfin, c'est mai. Floréal, mai. Bon. Voilà, le 18 mai 1804. Par un senatus consulte, il est proclamé empereur des Français sous le nom de Napoléon Ier. Dans la foulée, un référendum quoiconque truqué apporte la bénédiction populaire. Celle de l'Église est donnée par le pape en personne, lors de la cérémonie du sacre, le 11 Frimaire en 13. Donc c'est quoi Frimaire? Je vous écoute, vous avez 4 heures. Non, Frimaire, c'est 2 décembre 1804 à Notre-Dame de Paris. Ouais mon gars, ce que tu dis c'est bien juste et je suis d'accord avec toi. Et RPZ Napoléon, t'es un dieu vivant. Oh yeah. Depuis longtemps déjà, je m'étais occupé du commun des mortels. Moi, le petit Corse, l'élève boursier, j'avais franchi toutes les étapes jusqu'au sommet. À travers moi, c'est toute la France qui s'élevait. Il me faut un costume à ma mesure. Une couronne impériale est une nécessité impérieuse. Je ne suis pas né empereur. Je le suis devenu. L'instant est solennel. La gravité se lit sur mon visage et celui de Joséphine. À genoux, les mains jointes, je me saisis de la couronne. Nous voilà tous les deux sacrés par mes soins. Avec la bénédiction du pape Pie VII.
venus tout spécialement de Rome. C'est toute l'histoire de la France qui est convoquée en ce dimanche de décembre. Je jure gouverner dans la seule vue de l'intérêt, de la gloire et du bonheur du peuple français. On crie « Vive l'empereur !» Le Tidum est chanté à plein poumon. Me voici empereur des Français. Moi, Napoléon Ier. Bon, où en étais-je? 1805, à Boulogne. Depuis 1803, une partie de l'armée campe sur la côte de la Manche. Napoléon a déclaré la guerre à l'Angleterre de William Pitt le Jeune, qui a rompu le traité d'Amiens en arraisonnant des navires français et en refusant d'évacuer l'île de Malte. La cession de la Louisiane aux États-Unis d'Amérique en 1803 lui apporte une manne pour lever des troupes importantes et financer un projet de débarquement en Grande-Bretagne. En 1805, il a rassemblé l'essentiel de la Grande Armée, soit environ 200 000 hommes. C'est pas mal ça, 200 000 hommes, t'imagines? T'imagines Eugène, 200 000 hommes. Nous, on n'a que 13 000 abonnés. Et je remercie les 13 051 ou 52 qui sont là parce que ça fait plaisir. Et ça fait longtemps que j'avais pas eu rien que 50 personnes qui s'abonnent en à peine un mois. Napoléon se rend sur le camp de Boulogne-sur-Mer et supervise les préparatifs d'une invasion qui paraît imminente. Après Alexandre en Égypte, Hannibal en Italie, je rêve de marcher sur les traces de Guillaume le Conquérant. En attendant d'être prêt pour la traversée, j'occupe l'armée par des exercices, des manœuvres et des passages en revue. La jeune garde se mêle aux vétérans des guerres de la Révolution. Ce n'est pas une simple armée, c'est mon armée, la grande armée. C'est au camp de Boulogne-sur-Mer que je remets pour la première fois les croix de la Légion d'honneur aux soldats. Des larmes coulent sur les trognes de mes plus rudes grognards. Leurs poitrines, exposées au feu de l'ennemi, reçoivent l'insigne d'un respect éternel. D'or ou d'argent, cette croix symbolise la bravoure et l'excellence. La supériorité des mérites individuels sur les privilèges de la naissance. Voyez, Murat par exemple. Ce fils d'aubergiste est devenu maréchal d'Empire à mes côtés. Les soldats ont fait vœu d'irriguer une colonne en marbre avec ma statue. Face à la mer, face à l'Angleterre. Pour qu'elle sache que je garderai toujours un œil sur elle. 1805, Trafalgar. Napoléon, à Boulogne-sur-Mer, attend l'arrivée de la flotte franco-espagnole pour couvrir le débarquement outre-Manche. Mais elle est bloquée en différents ports de la Méditerranée par la flotte anglaise, commandée par le redoutable amiral Nelson. Dès la mi-août 1805, Napoléon est contraint de reporter son projet de débarquement car il doit mener la guerre sur le continent, face à la troisième coalition. Cependant, l'affrontement maritime finit par avoir lieu le 21 octobre 1805 au large du cap de Trafalgar, près de Cadix. L'Angleterre n'est pas qu'une nation de boutiquiers. Elle dispose d'excellents marins. Et pour mon plus grand malheur, je le crois, celui du monde entier. Le plan du vice-amiral Latouche-Tréville prévoyait de fausser compagnie à la Royal Navy et de traverser l'Atlantique pour harceler les compagnies britanniques dans les Antilles. Cette diversion devait attirer la flotte anglaise outre-Atlantique, avant de cingler brusquement sur la Manche pour protéger le débarquement en Angleterre. Le choc a lieu au large de Trafalgar. Il est terrible, comme prévu. L'escadre anglaise enfonce notre centre et perce la ligne. Villeneuve ordonne à l'avant-garde de faire demi-tour pour participer au combat. La brise est faible, la manœuvre est lente. Même la houle nous joue des tours. Notre flotte lutte avec courage et tient tête à l'ennemi. L'issue de la bataille est longtemps incertaine. Mais la maîtrise technique anglaise finit par faire la différence. L'arrière-garde français est submergé, prise dans une mêlée. Trafalgar fait sombrer mes projets d'invasion, même si l'idée, je le confesse, ne quittera jamais vraiment mon esprit. Pendant ce temps, heureusement, l'infanterie a déjà commencé à venger la marine. Et lorsque me parvient enfin la nouvelle du désastre naval, je m'apprête à livrer bataille. 3 jours plus tard, dans le sud de la Moravie, près d'une ville nommée Austerlitz. Je jure que le nom de cette bourgade inconnue viendra éclipser celui de Trafalgar. 1805. Austerlitz. Après son spectaculaire revirement à l'Est, Napoléon affronte la troisième coalition rassemblant le Royaume-Uni, l'Empire russe, l'Empire d'Autriche et la Suède. La bataille décisive a lieu à Austerlitz le 2 décembre 1805. Alors là, ils sont rigolos, ils parlent de 2 décembre 1805, alors tout à l'heure, ils vont parler de deux vicoses en 4. Il y a une incohérence dans le texte, hein. dit le gars. Soutenus en sous-main par leur anglais, l'Autriche de l'empereur François II et la Russie du tsar Alexandre, représentée par le général
Kutuzov font face à Napoléon lors de cette bataille des trois empereurs, où l'armée française est en infériorité numérique, 73 000 hommes du côté français contre environ 85 000 pour les coalisés. L'aigle impérial déploie ses ailes sur l'Europe. Je redessine les cartes et distribue les royaumes. Je place mes pions comme sur un échiquier. La charge de Murat à la tête de ses 12 000 cavaliers est sublime. Mais elle ne suffit pas. Je dois jeter mes dernières forces dans la bataille. Pour la première fois, j'ordonne à la vieille garde de charger à la baïonnette. Mes soldats ne sont pas morts pour rien. Nous retrouvons les Russes quelques mois plus tard. Cette fois, il s'agit de vaincre avec force. Friedland est le nom de cette victoire sans concession. La grande armée a encore prouvé sa grandeur. La guerre est finie. Je déclare la paix au monde. 1821, à Sainte-Hélène, par le traité de Paris, signé le 20 novembre 1815. Les Alliés imposent à la France des conditions bien plus sévères que lors de la première abdication. La France perd la Savoie, le comté de Nice et plusieurs places fortes dans le nord et l'est. Elle doit verser une longue indemnité de 700 millions de francs et subir l'occupation d'une partie du territoire par des troupes étrangères. À bord du HMS Northumberland, l'empereur déchu est déporté sur l'île de Sainte-Hélène, sur laquelle il débarque le 16 octobre 1815, avec une poignée de compagnons d'exil. Au printemps 1821, après plus de 5 années de vie monotone et nostalgique, Napoléon est à l'article de la mort. Cette fois, c'est vraiment fini. Je vais mourir ici. Moi, Napoléon. Il fallait que j'endure ce calvaire sur l'île de Sainte-Hélène, mon interminable Golgotha. Si Jésus-Christ n'était pas mort sur la croix, il ne serait pas Dieu. Que mes ennemis se rassurent. Je ne vais pas ressusciter. Je crois qu'il n'y a rien après la mort. Mais mon esprit s'élèvera du tombeau. Ma mémoire planera sur le monde entier. Ma gloire me survivra. Par-delà des siècles, je sais qu'elle sera mise à mal. On ne prendra plus la mesure de la grandeur. Mais on s'acharnera sur les erreurs. Il est dans le caractère français d'exagérer, de se plaindre et de tout défigurer lorsque l'on est mécontent. J'ai été hier le bourreau de la vieille féodalité. Je suis aujourd'hui le martyr de l'oligarchie anglaise et de ses cicères. J'ai défendu la légitimité et l'honneur de ceux qui sont tombés. La réprobation de tous les peuples et celle de la postérité me vengeront. C'est comme un cauchemar continuel quand je ferme les yeux. Quand la mécanique s'est-elle enrayée? L'Europe ne formera bientôt que deux partis communs. On ne s'y divisera plus par peuple et par territoire, mais par couleur et par opinion. Et qui peut dire les crises, la durée, les détails de tant d'orages? Il y a en Europe que tant d'équilibre, que l'agglomération et la confédération des grands peuples. Tout cela, je ne le verrai pas. Voilà mon public, j'espère que ça va toujours. C'était une histoire extraordinaire. Oh yeah! Très intéressante quand on ne connaît pas Napoléon Ier, et c'est vrai que ça nous embarque dans un univers super cool quand même. Hein Eugène, t'en penses quoi? Ouais, je suis d'accord, j'en pense que c'était vraiment cool. Et puis je voulais vous le dire aussi, si vous avez aimé l'histoire, vous pouvez acheter le livre Moi Napoléon, qui est super bien. Il est écrit par Vincent Mottez et mis en image par Bruno Wenagel, et je vous invite fortement à le lire. C'est un roman graphique avec l'histoire que je vous ai racontée, et en plus avec des dessins super cool. Genre par exemple... Tadam! C'est pas une sponsorisation, c'est plus un partage, parce que j'ai utilisé ce livre pour travailler et pour créer ma vidéo, il m'a inspiré, donc c'est tout à fait normal que je vous le partage et que je vous le nomme dans la vidéo, parce que ça a été mon outil de travail. Voilà, si t'as kiffé la vidéo, moi ça me toucherait que tu mettes un pouce bleu, parce que c'est important pour soutenir ce projet, ce travail. Et puis on se voit très vite, je vous remercie pour tous vos vues et vos likes récemment et vos abonnements, ça me touche énormément. J'ai envie d'applaudir. C'était une fin de tournage. Tournage pas facile, parce qu'en plus c'est un tournage seul, avec un texte très dur, très long, des monologues très longs. Donc bravo, vraiment bravo pour ça, d'avoir tenu tête, d'avoir pas lâché, d'être allé jusqu'au bout. C'est une très belle organisation, je suis fier de toi Marc-Edouard, et je suis fier de tout ce qu'on met en place. C'est ça notre force, on a un talent là-dedans. Quiconque peut nous dire quelque chose sur la vidéo, ils ont perdu d'avance. On a un talent là-dedans, on a un potentiel, regarde ce qu'on met en place. C'est impossible de ne pas y arriver. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. C'est impossible de ne pas réussir, de ne pas y arriver avec tout mon talent et tout ce que je mets en place.